Eh ben, bienvenue à tous et toutes pour ce premier webinaire qui est organisé entre différents collectifs. Aujourd'hui, on va parler de la gestion des fourmis, un enjeu pour le contrôle du puceron cendré en verger. Je suis Pauline Bonhomme d'Agri-Bio-Rhône-et-Loire. Moi, j'anime un collectif Ecophyto 30 000 autour de la réduction d'utilisation des produits phytosanitaires en fruits à pépins et fruits à noyaux, même en bio. Et donc, ce webinaire est co-organisé avec Nadia Tounsi de la Chambre d'agriculture des Pays de Loire, qui anime deux collectifs, un groupe Défi et un groupe 30 000 en arboriculture biologique, et avec Céline Venot de l'ADA Bio. Sur l'Ain, l'Isère et les deux Savoies, et qui anime un groupe défi des pommes et des poires bio. Euh, on va donner quelques éléments de timing. Donc, ce webinaire va durer 1 heure, environ 45 minutes d'intervention et 15 minutes de questions. Vous avez tous caméra et micro de coupé. On vous invite à poser vos questions dans le petit pictogramme questions-réponses, donc Q et R, qui est en haut de votre écran. Et il y aura un temps de questions qui vous sera proposé. Et donc, dans les intervenants, il y aura Nadia Tounsi, que j'ai déjà présentée, et Roberto Messeguer de l'Institut Agro-Rennes-Angers, qui se présentera de manière un peu plus détaillée tout à l'heure. Donc, je vais transmettre la parole à Nadia pour démarrer ce webinaire. Bonjour à tous. J'introduis le sujet puisque le puceron cendré reste un ravageur. Alors, excusez-moi, j'ai un petit problème technique. C'est que je recommence, pardon. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, le puceron cendré, c'est un des principaux ravageurs sur pommier. L'année 2025 a été marquée sur certaines parcelles, certaines variétés, par de forts dégâts. On attend de voir la conséquence pour la production de 2026 avec les piqûres de nutrition. C'est un ravageur qui peut créer jusqu'à 20 à 30% de dégâts, mais si aucune intervention est réalisée, jusqu'à 80% de dégâts sur les fruits. C'est un ravageur assez pragmatique puisqu'il a une phase de reproduction asexuée. C'est celle qu'on voit généralement et c'est celle celle où on met en place une lutte. Et il a une phase de reproduction sexuée qui a lieu plutôt en automne. Donc, ce ravageur peut faire à la fois des dégâts sur pousses et sur feuilles, mais aussi sur fruits et engendrer aussi un mauvais retour à fleurs l'année suivante. Ici, vous avez le cycle du puceron cendré. Donc, si on commence en automne, le puceron cendré qui a passé l'été sur un second hôte qu'on nomme le plantain, revient à partir de fin septembre effectuer en fait sa reproduction sexuée. Donc, en premier lieu, vous allez avoir les ailés qui vont arriver. La femelle ailée va engendrer une femelle aptère et c'est celle-ci qui va se reproduire avec le mâle ailé. Ces femelles aptères vont pondre des œufs sur les bourgeons, les dards, les lambours, et arrivé fin février, début mars, ces œufs vont éclore, vont donner des larves qui vont après engendrer la phase adulte, les fondatrices, qui, elles, vont commencer à faire la première génération. Et on peut avoir une succession de générations de 3 à 6 en fonction des conditions climatologiques, telles que la lumière et les températures. Donc, comme je vous disais, la phase hivernante, c'est les œufs. Donc, ça a une forme ovale, noir, brillant. Généralement, ils pondent un œuf par dard et lambour, à la différence du puceron vert, qui vont faire des chapelets d'œufs pondus. 3 à 6 générations selon les conditions climatiques. Un démarrage de la migration de mai à juillet vers le deuxième hôte, et septembre, le retour sur les arbres.
je vous ai déjà précisé tout ça. Les conditions favorables, c'est dès 4,8 degrés, le puceron, la base de données, c'est 4,8 degrés. Son optimum pour se développer, c'est entre 14 et 18 degrés. Le temps frais n'empêche pas les populations de se développer. Les conditions 2024 étaient beaucoup moins quand même favorables qu'en 2025. Ce qui s'est joué, c'est les conditions de pluviométrie. Dès que l'arbre passe en phase de croissance active, là, on a vraiment le gros développement des colonies et le chevauchement des générations. D'autant plus que si la pression des prédateurs, donc les cirques, les coccinelles, les forficules, les chrysopes, est faible, les populations vont très très vite. Moins on taille un verger, plus on a d'œufs sur les arbres, hein, c'est une logique imparable. Au niveau du monitoring et de l'observation, vous êtes habitué à aller observer dès le stade baisser vos bourgeons pour voir la présence des pucerons cendrés, ou vous regardez les BSV de vos régions pour appréhender la première intervention. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps et qui reste quand même un bon indicateur. Avec les stations d'expérimentation, l'INRAE, les CTFL, s'est posé la question de, oui, ok, on connaît, on sait déclencher la lutte à un moment donné, mais et si on travaillait autrement et on essayait d'abaisser les populations pour qu'il y ait le moins d'œufs possible sur les arbres. Donc, ces travaux ont été initiés par la station expérimentale de la Pugère avec Myriam Beru. Et puis avec l'INRAE aussi, qui avait des captes à insectes. En fait, ils aspiraient les insectes pour voir quand est-ce que ça arrivait. Et ce travail, en fait, a initié celui de la Pugère vers l'installation de bandes jaunes engluées pour voir le vol de retour. Et ça s'est décliné par des bols d'eau où on récupère les pucerons, ce qui nous permet d'avoir un matériel moins dégradé par la glu et donc plus facilement identifiable. Pour 2026, à mon niveau, on va installer des clip cages, donc c'est des petites capsules où on va enfermer les œufs pour voir leurs éclosions. Ces travaux ont été initiés par ma collègue Julie Cadeau, qui est aussi ingénieure réseau défi et qui depuis 2 ans travaille sur cette thématique et qui lui a permis en 2025 d'intervenir beaucoup plus tôt que ce que les agriculteurs font en règle générale et qui a permis une meilleure maîtrise de ce ravageur. En complément, on se dit que si on arrive à voir les adultes et les revenir sur le pommier, qu'en est-il des larves? Elles doivent bien être quelque part à un moment donné pour aller pondre. Donc, depuis 3 ans, moi, j'avais plutôt opté pour le suivi d'essayer de voir où est-ce que je pouvais trouver ces larves. Si vous allez dans vos vergers et qu'il vous reste encore des feuilles, n'hésitez pas à aller observer. Vous allez trouver pas mal de formes larvaires. Il faudra par contre sélectionner les branches les plus poussantes et les feuilles qui sont en terminaison en fin de pousse. Et là, vous allez voir que en fonction de ce que vous allez voir, vous allez vous dire, oulala, je vais avoir une forte pression ou une faible pression. Et on le voit bien, en fait, aussi en fonction de la variété. Donc, c'est des techniques qui sont innovantes, qui vont nous permettre à nous de mieux maîtriser les conseils qu'on va vous donner. Et puis, pour vous, avoir une gestion plus simple du puceron cendré, tout en sachant que à l'heure actuelle, Il te au reste niveau 2 minutes, Nadia. Merci. Au niveau des stratégies de lutte, elles s'axent beaucoup en saison. Depuis quelques années, des producteurs font des défoliations, font des interventions avec des solutions de biocontrôle. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de réduire les œufs pendant cette phase-là pour avoir après un meilleur contrôle en cours de saison. Donc là, le diaporama vous sera envoyé, mais vous avez les différentes courbes de vol, les travaux qui ont été effectués. Et puis ici, c'est la dernière slide qui vous retrace à peu près où est-ce qu'on peut commencer la lutte. Et vous voyez que par rapport à avant, on a toute cette partie automnale en termes de gestion. Et
avec Roberto et puis un collectif dans le cadre d'un réseau national, on va mettre en place aussi un travail sur les semis de févrole. Et Roberto, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Nadia pour cette introduction. Je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous arrivez à voir l'écran? Ça marche? Oui, très bien. Ok, super. Donc, merci pour l'invitation à cette webinaire. Comme Pauline a dit, je suis Roberto Meseguer. Actuellement, je fais un postdoctorat ici à l'Institut Agro-Rennes-Angers. Et aujourd'hui, je suis ici pour vous parler un petit peu des fourmis, toujours en relation avec les portions cendrées. Donc, bon, comme vous le savez déjà, les fourmis sont des insectes assez complexes, avec une organisation assez complexe. Et bon, le fait qu'il existe de tant d'espèces identifiées, ça, avec des fonctionnements différents, ça ne facilite pas les choses, en fait. Et, par exemple, en France, il y a plus de 200 espèces liées au milieu agricole qui ont été identifiées, et dont environ 29 sont assez communes. Donc, on peut les trouver partout un peu pour le territoire. Et parmi ces 29 espèces, il y a 20 qui sont des espèces qui établissent des relations mutualistes avec des somoptères, qui, enfin, sont ces petits ravageurs qui se nourrissent de la sève des plants et après excrètent les miels, et que c'est la substance qui l'intéresse pour les fourmis. Donc, parmi ces 20 espèces, il fait remarquer qu'il y a vraiment une d'elles, que c'est l'Asius niger, que c'est vraiment l'espèce la plus commune, et elle est vraiment partout. Ici, vous voyez une petite carte avec la distribution de cette espèce en Europe. C'est une espèce qui est vraiment distribuée partout, dans le milieu agricole, mais aussi dans les milieux urbains. Et donc, c'est une fourmi terrestre. Normalement, elle forme des fourmilières qui se voient comme un petit dôme sur la terre, mais parfois aussi on trouve des fourmilières qui sont sur des pierres. Et c'est un insecte eusocial, donc il y a vraiment un partage de les différents tâches au niveau des fourmilières. Et les colonies de cette fourmi peuvent arriver jusqu'à 10 000 individus. Et toutes les colonies ont qu'un reine à l'intérieur, et cette reine peut vivre plus de 20 ans, donc c'est un truc impressionnant. Et tandis que les ouvrières, ils vivent normalement de 1 à 300. Et cette fourmi a un aire d'affranchissement de 10 mètres de rayon, donc ça veut dire que si on a un fourmilière, et surtout l'area qu'ils vont fourrager, c'est surtout les 10 mètres autour de fourmilière. Et voilà, et si je ne l'ai pas dit, mais il y a une petite photo de ça, d'un fourmilière de la Niger. Donc, ça, il se ressemble à ça, à un petit dôme qu'on peut. Ça, parfois, c'est visible, parfois, c'est difficile en fait à voir. C'est pas si évident que ça. Mais ok, et une fois qu'on a parlé de la Niger et les petits problèmes que les espèces qui établissent les mutualistes avec les homoctèvres A. Euh, il faut dire aussi que les fourmis sont importantes dans les milieux agricoles, parce qu'en fait, ils fournissent toute une série de services écosystémiques qui sont très importants. Et en fait, les fourmis contribuent à l'aération et la fertilité du sol, parce qu'avec les nombreuses galeries qu'ils font aussi, ça aide beaucoup les sols à s'améliorer les structures du sol. Après aussi, ils sont importants éléments pour le recyclage de la matière organique. Ils décomposent beaucoup de restes d'animaux, d'excréments, des plantes. Donc, ils ont vraiment un rôle important là. Et ils sont aussi des pollinisateurs, que c'est vrai qu'on ne parle pas de ça beaucoup, mais comme les fourmis, ils ont l'habitude de se nourrir aussi du nectar des fleurs, parce que c'est riche en sucre. Et
eux visitent pas mal de fleurs et pollinisent pas mal de plantes. Et après aussi, ils sont de bons contrôlateurs biologiques, et en excluant bien sûr les homoptères, qui sont celui qui l'intéressent. Mais par contre, il arrive à tuer beaucoup de chenilles, des punaises qui, de d'autres manières, pourraient être dangereux pour la culture. Et donc, parmi tout ça, il y a cet aspect de mutualisme avec les mortels qu'il faut réguler et pour avoir vraiment la partie positive de cet insecte et pas la négative. Donc, je vais donner quelques remarques avec la biologie et l'écologie de la chusnière, que c'est l'espèce bon, je suis sûr qu'elle est dans tous les vergers parce que c'est vraiment dominant. Donc, c'est un fourmi qui reste actif surtout entre les mois d'avril et juin. Après, il y a une petite pause à l'été quand les températures montent beaucoup. Donc, les nids baissent beaucoup l'activité. Et après, ça, l'activité repousse en septembre et en octobre. Et il y a encore, ça commence encore une fois l'activité. Et jusqu'à le mois de novembre, quand le froid arrive, vraiment l'activité baisse beaucoup. Et pour comme je dis avant, c'est un insecte eusocial. Donc vraiment, dans la chusnilla, il y a vraiment des tâches vraiment différenciées. Donc, il y a des fourmis qui restent toujours à l'intérieur de fourmilières et qui se dédiquent basiquement à l'élevage du couvent. Donc, on appelle ça les fourmis nourricières. Et après, on a les fourmis patrouilles, les fourmis forageuses, qui sont celui-là qui vont aller dehors de fourmilières pour ramasser de nourriture et l'amener au sein de la colonie. Donc, il y a deux éléments très importants pour les fourmis, et dans ces cas-là, pour la susnija. L'élément très important, c'est les sources les sucres, en fait, parce qu'en fait, c'est la source d'énergie essentielle pour les forageurs. Donc, sans sucre, les fourmilières ne peuvent pas fonctionner. Et après, aussi, il y a un autre élément que c'est très important, que c'est la protéine, que c'est surtout, ça s'utilise surtout pour l'élevage du couvent. Donc, en fonction de dans quel état se trouve un fourmilière, on peut voir que ces besoins de nourriture, ça peut varier pendant la saison. Donc, s'il y a un fourmilière avec beaucoup de couvents, plutôt ils vont chercher quelques ressources plus riches en protéines. Mais si les couvents est dans un niveau normal, on va dire, ce sera plutôt les sucres que les fourmis iront chercher. Donc, comment est-ce que fonctionne, comment est-ce que ça marche, les formulaires de la chirurgie dans ce cas? C'est un schéma très simplifié, il faut dire, mais bon, c'est pour un peu mettre les bases des fonctionnements des formulaires. Donc, basiquement, un fourmi sort de formulaire et elle trouve une ressource intéressante. La fourmi, ce qu'elle fait, ça a laissé un phéromone des pistes de fourmilière jusqu'aux ressources pour avoir après pour trouver après les chemins pour rentrer à la fourmilière. Ici, il ferait dire que la distance à les ressources est un facteur clé. Donc, ils vont toujours privilégier les ressources qui sont plus proches de fourmilière. Et une fois que cette fourmi ramasse la ressource et rentre dans les fourmilières, et ça va enchaîner, ça va produire un effet de recrutement. Donc, elle va amener les ressources dans les fourmilières et elle va communiquer en façon chimique, avec ses partenaires, on va dire, qu'il y a une ressource très intéressante à proximité. Donc, elle va retourner à cette ressource-là avec plusieurs forageuses dans ce cas-là. Et ils vont suivre la phéromone de piste que la fourmi initiale elle avait laissée pour arriver à les ressources. Et le truc, c'est que les plus fourmis vont visiter les ressources, les plus forts, c'est la phéromone de piste et les plus effets de recrutement il y a. Donc, finalement, ça devient vraiment un flux important de fourmis entre les fourmilières et les ressources qui sont trouvées. Et voilà pourquoi cette fourmi, ça pose un problème dans les contextes de pucerons cendrés. Bon, comme vous le savez déjà, les pucerons cendrés, bon, comme tous les pucerons, ça c'est nourri de miel, pardon, de la sève du pommier, dans ces cas-là. Et la sève des plantes, normalement, c'est un élément que c'est très riche en sucre, mais c'est pas si riche en acides aminés. Et ça qui cherche les pucerons, c'est les acides aminés. Donc, ils doivent manger, on va dire, beaucoup de sel pour avoir la dose d'acide aminé qu'ils ont besoin. Donc,
tout l'excès de sucre qu'ils ont mangé, ça s'excrée en forme de miel. Et comme on a vu avant, les sucres, c'est un élément très important pour les fourmis. Donc, c'est pour ça qu'en relation mutualiste s'établit dans ces contextes. Donc, en échange de nourriture, les fourmis maintiennent les bons états sanitaires de les colonies de pucerons. Et elles aussi peuvent arriver à les déplacer vers de nouvelles zones de colonisation. Et le plus important aussi, c'est que les fourmis protègent également les colonies de pucerons des prédateurs parasitoïdes, rendant la régulation naturelle très, très difficile. Et en fait, tout ça s'est traduit en durée de vie plus longue des colonies qui sont des pourcents qui sont visitées par des fourmis et quand on compare ça avec des colonies qui n'étaient pas visitées. Donc, il y a vraiment un impact dans la durée de vie et conséquemment dans les dégâts qui sont produits sur les pommiers. Donc, dans tous ces contextes, il y a diverses études qui ont été menées pour réduire l'interaction fourmi-puceron. Il y a des méthodes plus classiques comme les barrières physiques et les appâts toxiques. Mais dans le cas des barrières physiques, c'est une méthode qui c'est vraiment chronophage et aussi dans les contextes de la culture de la pomme. Ça, je pense que ça, c'est vraiment un truc vraiment difficile d'implanter parce qu'avec la haute densité de pommiers qu'on a dans chaque parcelle, c'est vraiment quelque chose qu'il fait aller autour du tronc pour mettre la bande de glue et après il fait voir que cette bande, ça tient bien. Donc, peut-être il fait faire des repassages un peu après pour être sûr de que ça reste bien mis en place. Donc, c'est vraiment chronophage. C'est une méthode qui c'est pas sélectif, donc tu empêches de monter à les pommiers pour des potentiels prédateurs qui peuvent se nourrir aussi de les colonies de pucerons cendrés, en fait. Et ça a un coût élevé. Et après, pour les côtés des sapats toxiques, on a toujours, bon, les buts de cette méthode, c'est d'éliminer la colonie des fourmis. Et comme on a vu avant, les fourmis ont vraiment fournissent pardon, des services écosystémiques très importants. Donc, si on élimine les colonies de notre verger, on va avoir des problèmes là. Et donc, c'est pas notre intérêt d'éliminer les colonies du verger. Donc, ensuite, on a des autres solutions qui sont en cours de développement, comme l'apport de sucre alternatif pour détourner les fourmis des colonies de pourcents et surtout par la via des abreuvoirs, que c'est les méthodes plus courantes, mais aussi il existe la possibilité de faire ça pour l'augmentation de la diversité en implantant des plantes de services qui peuvent constituer une ressource importante pour les fourmis. Et dans ces contextes-là, la févérole, c'est un candidat idéal parce que, en fait, c'est un plant qui en production précoce, c'est surtout au début du printemps, des printemps. Et elle a une production précoce du nectar. Et vous pouvez voir là, ici, dans le slide, les petits points noirs avec un petit code de nectar. Donc, ça, cette pointe noire, on les trouve toujours dans les stipules de la plante et c'est des nectars extra-floral. Et en fait, bon, il y a cette plante peut produire de nectar extra-floral, mais après, on a les bonus de que cette plante est aussi habituellement infestée par un pourceron qui s'appelle Apis fave, que c'est le pourceron noir de cette plante, c'est un pourcent noir comme vous voyez là la photo. Et il y a des études déjà qui ont montré que cette espèce c'est encore plus attirant pour les fourmis que des Apis plantaginea, que les pourcents cendrés. Donc ça rend la févrole un plante de service avec un grand potentiel pour détourner les fourmis de les colonies de pourcents. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a établi les projets différentes années. C'est un projet de 300. On vient de commencer cette année. Et le projet vise à mobiliser la diversité végétale des vergers pour détourner les fourmis et améliorer les contrôles biologiques du pourceron cendré du pommier. Donc, les objectifs de ce projet sont
Et un premier objectif, c'est plus lié avec la biologie et l'écologie des fourmis, donc parce qu'on vise à décrire la dynamique saisonnière d'exploitation de ressources d'alimentation par des fourmis. Mais après aussi, on veut tester l'efficacité de la févérole comme un moyen de tourner les fourmis des portions cendrées et améliorer leur contrôle biologique. Après, il y a deux points qui on ne veut pas parler de ça parce on n'a pas développé encore ce point. Cette première année, on a resté surtout, on a travaillé sur les deux premiers points. Donc, c'est là deux points que j'aimerais bien vous présenter. Et pour donner un petit plus de contexte, c'est un projet international, donc on a des partenaires à l'Espagne, à la Catalogne, et on a aussi des collègues à Avignon et des collègues à Rennes qui participent au projet. Et ça, c'est cool parce que ça nous permet de faire un projet et dans des sites différents où la production des pommes revêt une grande importance, mais aussi avec des climats et des législations dans les cas de l'Espagne, et des modes de gestion des cultures différents. Donc, ça, c'est l'intérêt aussi d'incorporer une région espagnole là, dans ces projets. Donc, pour 2025, on a fait les expérimentations dans 3 vergers expérimentaux. Donc, ça a été un tout petit trousseau parce qu'il fallait mettre en place le protocole. Ça a été plutôt pour tester les différents trucs qu'on envisageait. Et après, pour 2026, on a établi déjà un réseau de vergers plus important sous différents régimes de production. Donc, on a 7 vergers à Lleida, 10 à Avignon, 7 à Angers et 5 à Rennes. Et on a un mélange de vergers, de pommes à couteau, de pommes à cidre et sous sa modalité conventionnelle au bio. Donc, voilà. Et ici, je vais vous présenter la méthodologie qu'on va suivre cette année et celui-là qu'on a suivi l'année dernière. Donc, dans un premier point, pour décrire notre premier objectif, qui c'était d'arriver à décrire la dynamique stationnaire d'exploitation des ressources d'alimentation par rapport à la fourmi. Et on se pose la première question qu'on se pose, c'est est-ce que les fourmilières dans les champs sont-elles réparties de manière aléatoire ou suivent plutôt une distribution liée à la disponibilité des ressources qu'on a dans les vergers? Donc, pour répondre à ces questions, on a réalisé dans un premier temps des tâches relatives à la distribution spatiale des fourmilières. Donc, en premier lieu, ça qu'on a fait, on a mis en place des sabbats sucrés et ça consistait vraiment dans un tube en verre avec un coton, on mettait de l'eau sucrée et on répartait ça au son du verger et pour trouver les hotspots des fourmis qu'il y avait là. Et après, on essayait de trouver, à côté des hotspots de fourmis qu'on avait trouvé, les fourmilières, les potentielles fourmilières de là où elles venaient. Et après, on a complété ça avec des transects qu'on a réalisés dans les mois de mars et avril pour essayer de trouver les restes de fourmilières qu'il y avait au sein du verger. Et on a numéralisé tout ça dans QGIS. Et après, au sein de chaque berger, on a fait une identification des habitats et on a vu quels étaient les différents habitats qu'on trouvait là et aussi on a fait la numérisation de ces différents habitats sur QGIS. Et le dernier point qu'on a fait, c'est les caractériser. Donc, basiquement, ça qu'on a fait, on a fait des relevés floristiques mensuels dans chacun des habitats qu'on avait identifiés au sein du berger et avec l'objectif final de déterminer qui étaient les ressources nectarifères et les ressources importantes que chaque habitat fournissait pour les fourmis. Donc, pour ça, on a établi un système de scoring et on a fait pas mal de recherches bibliographiques pour établir une méthode qui c'est consistante. En fait, on est en train de l'améliorer. Et tout ça, on l'a fait parce qu'en fait, ce qu'on voulait faire, c'est de transformer une composition floristique en une composition fonctionnelle. Donc, d'arriver à faire des cartes fonctionnelles dans les différents bergers. Après, pour le deuxième point, que ça a été celui-là de tester l'efficacité de la févérole comme moyen de détourner les fourmis des pourcents. Et comme je dis, dans 2025, on avait trois bergères. Les deux bergers expérimentaux à France, on a surtout mis un banc de févérole en bordure. Et donc, on a resté surtout pour voir l'effet de la distance de la bande de févérole sur les colonies des pourcents centrés dans les bergers. Mais à la realidad, on a eu l'opportunité parce que là,
à l'Espagne, il n'y a pas la régulation de la rétaveille, ça n'existe pas à l'Espagne. Donc, ça nous a permis de tester une autre modalité, que ça a été plutôt de mettre la févérole en interrang. Donc, dans cette case-là, on a établi deux sons, dont un son témoin et un son févérole, pour voir si vraiment la févérole, dans le sens févérole, il y avait moins de la population de pourcents centrés était bon, plus vaste que dans la zone témoin. Pour cette année, et ça c'est un petit spoiler, comme on a eu passé sur les résultats qu'on va voir dans quelques minutes, on a eu, les résultats ont été beaucoup meilleurs avec l'implantation de la bande de févérole en Interrang. Donc pour 2026, on a réussi avec l'aide de Nadia, de différents collègues d'établir de chercher ou de trouver des vergers, des producteurs qui acceptaient de mettre la bande de févérole en interrang. Donc, on va tester cette implantation cette année, 2026. Et, et bon, basiquement pour faire la suivi et pour évaluer l'effet que cette bande de févérole a sur les vergers, sur sur les colonies de porcelaine cendrée, ça qu'on fait, on fait des suivis hebdomadaires. Donc, on sélectionne des différents pommiers, on divise les pommiers en deux axes et dans chaque axe, on sélectionne 2 colonies de porceron. Donc, on a toujours 4 colonies de porceron qui vont être suivies. Si la colonie de porceron se fait réguler au collapse, ça va être substitué pour une nouvelle colonie pour avoir toujours 4 colonies constantes dans chaque arbre et les suivre autour de la saison. Donc, dans chaque colonie, ça qu'on fait, c'est qu'on compte le nombre de pourcents, on compte le nombre de fourmis et le nombre d'ennemis naturels qu'on trouve dans la colonie. Et on fait ça au sein dans 50 pommiers. Donc, à l'ERIDA, à l'année 2025, comme on avait les 100 témoins et les 100 février, on a divisé ça en 25 dans la 100 témoins et on a fait la suivi des autres 25 dans la 100 février. Et en Avignon, on a fait une répartition des 50 arbres à les différentes distances de la février pour voir si vraiment il y avait un effet de la distance. Donc, voilà les résultats préliminaires qu'on a eu cette année. Et ça qui vise les premiers objectifs, qui c'était celui-là d'écrire la dynamique stationnaire d'exploitation des ressources d'alimentation par les fourmis, et en concret dans les points de localisation des fourmilières. Et au sein du verger d'Angers, on a vu effectivement que la Niger, c'était l'espèce dominante. On s'attendait à ça. On a trouvé 36 colonies. Vous voyez les petits points rouges ici partout dans la carte. Mais par contre, on a trouvé que cette fourmi, au sein de notre verger, il y avait une préférence d'implantation dans les rangs, probablement en raison de la grande quantité de ressources que présentaient les colonies de pourcents cendrés. Par contre, celui-là qu'on a vu à Lleida, c'est un peu différent. Et on a vu également que la Niger, c'était l'espèce dominante avec 25 colonies. Et vous voyez aussi les points rouges ici. Mais pardon, par rapport à ça qu'on a trouvé à Angers, à l'ERIDA, on a vu que les fourmilières étaient implantées indifféremment dans les rangs et l'interrang. Donc, il n'y avait pas une préférence. Et cela peut être dû, parce que je pense que je ne l'ai pas mentionné, c'était un berger où la févérole s'avait mise en place en interrang depuis quelques années. Donc, je pense qu'il y avait déjà, la févérole est restée en interrang depuis 5 années, ou 6 années. Donc, c'était une pratique habituelle. Donc, on s'est dit que cette répartition plus homogène au sein de cette berger peut être due à l'utilisation en interrang de la févérole pendant plusieurs années qui a conditionné en fait la distribution des fourmilières parce qu'en fait, il y a une répartition de ressources plus homogène. On a les portions cendrées dans les rangs, bien sûr, mais après, on a aussi des ressources importantes pour les fourmis comme le nectar extrafloral et les colonies d'Apis fabae sur l'interrang. Donc, ça fait une distribution plus homogène des ressources et en conséquence, plus homogène des fourmilières de la Niger. Et voilà ici la caractérisation des Il te habitats. reste 10 minutes, Roberto.
Ok, merci, ça marche. Donc ici, voilà, et j'ai vous ai mis ici les méthodes, les scores qu'on a mis en place pour les différents habitats qu'on a trouvés au sein du verger d'Angers dans ces cas-là. Et je vais vous présenter les résultats relatifs à les vergers expérimental d'Angers parce que, comme j'ai dit, on travaille encore sur la méthodologie pour améliorer les méthodes de scoring et extrapoler ça à les autres vergers. Donc voilà, ici, les résultats qu'on a eu à Angers. Comme vous voyez, l'habitat qui correspond au rang, à la haie et à la févérole sont les habitats qui ont présenté les scores plus hauts de nectar et de pourcerons. Donc là où il y avait potentiellement beaucoup plus de ressources pour les fourmis. Et voilà, et grâce à l'établissement de cette méthode de scoring, on a pu créer les cartes fonctionnelles qu'on envisageait. Donc, à gauche, vous voyez qu'il y a la carte fonctionnelle relative à ressources pour seron. Et à droite, il y a la carte on a créée relative à les ressources nectarifères. Les zones jaunes intenses, ça c'est les zones qui sont plus riches en les ressources qui est focale, en notre ressource focale. Donc, vous voyez ici dans la carte des ressources pour seconde que vraiment les rangs ou les premiers étions là sont vraiment des sources très importantes de pourcents. Donc ça c'est, on attendait ça en fait. Et après, dans la carte qui est relative à les ressources nectarifères, on voit bien que les deux petites tâches, les deux seules petites tâches qu'on a dans les vergers, c'est celui-là qui correspond à les ventes de févérole qu'on avait implantées. Donc, tout ça nous a permis de voir et analyser et déterminer en fait que la localisation des fourmis des fourmilières qu'on avait trouvées dans notre verger expérimentaux à Angers étaient liées à la présence des ressources de pourcents. Par contre, quand on a fait la même chose avec envisageant les ressources nectarifères, et on a vu bon, qu'il n'y avait pas cette même relation. Donc, les fourmilières, l'implantation, ça a été fait indépendamment de les ressources nectarifères qu'on avait dans les vergers. Mais ça peut se justifier en fait parce que si vous voyez la carte, il y a une homogénéité des ressources de nectar sur l'ensemble du verger, en dehors de la bande de févérole, et par l'effet aussi de que la bande de févérole n'était présente que depuis cette année. Donc c'est pourquoi il est peut-être trop tôt pour observer un impact sur les distributions de la fourmilière au sein du verger. Et voilà, ici les résultats relatifs à l'efficacité d'implanter une bande de févérole pour améliorer la régulation biologique du pourceron cendré. Donc ici, vous avez les résultats relatifs à l'Érida, l'Espagne, où l'implantation s'avait fait en interrang. Et ça se voit très clair que il y a eu dans moins de pourcents et la durée de vie de les colonies de pourcents était plus courte, pardon, dans les zones où on avait implanté la févérole. Ici, dans les graphiques relatifs à la densité des pourcents par colonie, c'est les graphiques qu'on a à gauche. Vous voyez que c'était toujours la population de la densité des pourcents dans la zone témoin, c'était toujours plus haut. Et jusqu'à ce moment-là, il y a la petite ligne rouge, où les populations sont égalées parce que ça sont mises à la même, on va dire, densité. Mais ça a été dû, en fait, parce que les producteurs ont été obligés de traiter les zones témoins parce que les populations étaient vraiment là en train d'exploser. Et c'est pour ça qu'après, il y a eu cette réduction dans la zone témoin. Mais bon, ça a été vraiment clair qu'on avait un effet positif de la févérole. Après, à l'Érida, là où on a fait l'implantation en Bordeaux, pardon, on continue en l'Érida, je me suis trompé. Donc, avec l'implantation en Interrang, on a vu aussi que, pardon, ok, on a vu aussi que aussi, il y avait significativement moins de fourmis dans la zone avec févérole.
Mais par contre, on a trouvé qu'en fin de saison, il y avait plus d'ennemis naturels dans la zone témoin, mais ça qu'en fin de saison. Et cela peut être expliqué dû à la présence des colonies plus nombreuses dans la zone témoin qui a provoqué en fait un réponse agrégative des ennemis naturels dans cette zone témoin. Après, voilà le résultat, voilà, cette fois-ci, le relatif à Angers, là où on a implanté la vanne de février en bordure. Et comme vous voyez ici, ça a été un peu, on n'a pas eu ça qu'on attendait parce que on n'a pas eu un effet clair sur la densité des pourcerons de les colonies et des pourcerons cendrés. Et même, on n'a pas eu non plus un effet sur l'abondance de fourmis qu'on trouvait dans les colonies. Donc, la vente d'Imbortour, cette fois-là, ça n'a pas marché. Et de la même façon, on n'a pas eu d'effet significatif sur la durée de vie de la colonie et sur l'abondance de ces ennemis naturels. Donc, vraiment, c'est vrai que ça n'a pas bien marché. Et après, les résultats d'Avignon, je ne les présente pas ici parce que c'était un berger expérimental, comme j'ai dit, mais c'était un berger qui était abandonné, un peu abandonné, on va dire, avec beaucoup de pommiers mortes. Et là, le souci, c'est qu'on a trouvé un espèce de fourmi qu'on ne s'attendait pas, que c'est Crematorastes scutellaris. Et c'est un fourmi qui a un fonctionnement vraiment différent à la Susniller. Donc, l'implantation de la févrole pour cette fourmi-là, ça marche pas bien parce que c'est un fourmi qui se déplace toujours pour les filières de arrosage. Donc, elles ne descendent pas au sol. Et c'est pour ça que c'était un fourmi. On attend à trouver toujours la chenille, mais ça a été la péculiarité de cette berger en concret, et avec beaucoup de arbres abandonnés qui ont fait que pour présenter les résultats, on l'a pas pris en compte, cette berger-là. Et voilà, ici il y a une petite table résumé pour voir qu'en fait, la févrole et l'interrank a réduit la densité de pourcents, la durée de vie des colonies et l'abondance de fourmis, mais aussi l'abondance d'ennemis naturels en fin de saison. Et par contre, la févrole en bordure, on n'a pas eu aucun effet significatif dans notre verger expérimental. Donc, pour conclure, dire que, bon, deux conclusions générales, que la distribution des fourmilières au sein des vergers ne semble pas être aléatoire et sera liée à la disponibilité des ressources. Et finalement, dire que la févrole en interrang semble être la meilleure méthode pour détourner les fourmis des colonies de pourcerons cendrés et d'obtenir une meilleure régulation. Et c'est pour ça que je fais le petit spoiler que pour 2026, on envisageait de faire, d'implanter ces modalités. Et depuis qu'il y a eu quelques producteurs qui ont voulu participer, on les remercie déjà pour son disponibilité. Et à Nadia aussi pour faire tous les contacts et toutes les démarches. Et bon, et voilà, et remercier tout le monde qui est involucré dans ces projets parce que c'est pas mal de monde qui participe. Et voilà, si vous avez des questions, je serai ravi de vous répondre, d'essayer de clarifier les choses. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup Roberto, c'était bien intéressant. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet Q et R ou conversation, enfin plutôt QR. Donc pour l'instant, il y en a déjà eu. Quelqu'un se demandait s'il y avait un travail du sol dans les 3 vergers expérimentaux. Un travail du sol avant l'implantation de la févérole, ouais, ça s'avait fait. Si la question, ça, par rapport à l'implantation de la vanne, ouais, on avait travaillé les sols avant de implanter la vanne de févérole, ouais. Ok, c'est Cyril qui a posé cette question. Et après, il y a Céline Charles qui a posé 2 autres questions. Donc, il y avait un petit point d'incompréhension par rapport à... alors, je ne sais pas sur quel diapo c'était, mais au moment où tu disais qu'il y avait 20 colonies à l'Aïda sur le rang et 5-6 dans l'interrang, donc Céline Charles souligne qu'elle ne trouve pas cela très homogène. Euh, Dans les résultats à l'ERIDA, vous voulez oui, dire là, euh, ici? qu'en fait, j'ai l'impression mm, mm, qu'il y a une préférence pour le rang à Angers. Enfin, je ne sais pas si Céline, vous pouvez
prendre la parole, activer votre micro pour poser votre question. Ouais, ça fera plaisir, en fait. Oui, ça sera plus simple, Ouais. merci. C'est bien sur cette, diapo-là où donc là, il montrait Adelaida que, il y avait donc il disait qu'Adelaida, il n'y avait pas une préférence spécifique entre l'interrang et le rang, c'était plus, disposé de manière aléatoire. Mais sur le graphe, on a l'impression que alors je sais pas, ou alors je ne comprends pas le graphe, que le jaune est bien plus important côté rang que côté interrang et du coup je voyais pas la différence avec Angers entre clairement, ou alors on Ok, comprend pas le graphe, faudrait ok. peut-être une explication. Ok, ok. En fait, ici, ça qu'on a fait, Céline, ça a été de calculer parce que, en fait, la surface qui correspond ici à habitat grand et interrang, Mmh. c'est pas homogène. Donc, on a calculé le nombre de fourmilières qu'on attendait à avoir dans chacun des habitats en fonction de la surface qui est cet habitat Oui. occupé. Et on a implanté vraiment là et on a vu que je me rappelle pas du nombre exact, mais que, imagine, j'ai mis un exemple, hein, que dans les interrang, par exemple, si la distribution c'était homogène, il y aura le nombre de fourmilières, ça devrait être, je sais pas, 15. Donc, Ah, en distribution de 15 fourmilières dans les rangs, et par rapport à l'interrang, ça sera, comme je dis, la surface, oui, c'est pas la même. Ça correspond un peu plus à le nombre d'accord. de. Pardon. C'est juste que donc, c'est pas en fait significatif. Il y a quand même plus dans le rang que dans l'interrang, Ouais, mais c'est que c'est pas significatif, c'est juste ça. ouais, ok, Alors que ok. à Angers, c'était significatif, c'est ça, peut-être? Ouais, ok, ok, je comprends bien. Ouais, à Angers, c'est vrai qu'à Angers, on a eu. Bon, c'était vraiment clair Marqué, OK. C'était la que diapo juste avant Angers. il avait cette préférence. Voilà, ça a été vraiment clair parce qu'on trouvait Ah oui. dans tous les rangs, en fait, il y avait des entrées de fourmilières. Et à l'Érida, ça n'était pas significatif. En fait, ouais, on a vu qu'il n'y avait pas cette préférence. Ouais. OK, merci. Je voyais pas la différence. En fait, c'est juste une histoire de significativité. Ouais, Merci. c'est ça, pardon. OK, C'était peut-être très plus bien. simple de dire ça. Et ouais, ouais, bien, mais merci. Ok, super. Donc il y a d'autres questions. Donc toujours Céline qui demande à quelle époque fleurit la févrole et pour pallier à l'arrêté abeille, voir si on peut imaginer un effet de la févrole jusqu'au stade avant fleur, puis ensuite couper la févrole pour rester dans les clous de l'arrêté. Ok, dans la févérole, si je ne me trompe pas, j'ai les données dans la tête maintenant. Et si je ne me trompe pas, cette année, quand on a mis la expérimentation, la floraison de la févérole, ça a été la même fois plutôt que la floraison du pommier. Donc, sauf elle a tenu un peu plus, donc ça a tenu un mois. Donc, elle a commencé plutôt quand la floraison du pommier, ça a commencé. Après, de ce moment, ouais, ça a arrêté après un mois. Et, et bon, c'est bon la question parce qu'en fait, les trucs on envisage d'implanter avec l'implantation del Federal, c'est d'avoir des ressources précoces dans les vergers. Donc, on va dire que l'intérêt del Federal, c'est justement de l'implanter. Bon, on l'implante normalement maintenant, à l'automne, on va dire pour avoir, quand le printemps commence, avoir des ressources très précoces, parce que c'est là où ça nous intéresse de déjà faire les liens entre les fourmilières et la févérole, et que les fourmilières, dans ces cas-là, commencent à visiter la févérole et s'oublient un peu du pommier. Donc, après la févérole, à partir du mois de mai, c'est pas l'intérêt, ça descend beaucoup parce qu'il y a déjà beaucoup de ressources dans le terrain. Donc, les févroles, on peut l'enlever les mois de mai déjà, mi-mai, fin mai, on peut l'enlever et déjà laisser, on va dire, les vergers en conditions normaux. Mais ouais, c'est toujours l'importance de la févrole, c'est toujours lié à la début de la saison. Ouais. Ok, merci. Ensuite, il y a Stéphanie Douche de l'INRAE de Gautron qui demande comment comptez-vous gérer les implantations de févrole en interrant sur le long terme? Est-ce qu'il y aura une rotation de prévue? Et ensuite, craignez-vous le fait d'apporter une ressource alimentaire supplémentaire, donc la févrole dans le verger, qui pourrait avoir un effet sur
sur le long terme sur la taille de la colonie de fourmis. Ok. Donc, bon, la première question des rotations, c'est vrai que on est conscient que ça, une méthodologie, on va dire, que c'est pas habituel. Donc, il fait adapter ça vraiment en fait, à l'ensemble à le fonctionnement du RG. Donc, c'est pour ça que cette année, il y a une personne qui va travailler avec nous, qui va essayer de mettre en place une stratégie pour adapter cette, on va dire, nouvelle approche au fonctionnement du RG. Donc, c'est vrai que ça sera cool de faire une rotation dans la parcelle de la bande de févérole pour alterner un peu ça. Mais ça sera surtout, on doit travailler sur ça en fait. Et on est conscient de que c'est une approche qui mettre là un bande de févérole en terrain, ça peut déranger. Donc on est conscient, c'est pour ça qu'on doit travailler sur ça, sur comment implémenter ça de la meilleure manière dans les cadres d'actuation du RG. Et après, la deuxième question, ça a été, si je ne me trompe pas, si on envisage que l'effet de mettre la févrole, ça va produire une augmentation de l'économie, c'est ça? Si ouais, c'est Oui, ça, c'est Cyril? cette idée-là, ouais. Ok, donc plutôt qu'augmenter les colonies de fourmis, finalement, ils ont une capacité de charge, on va dire. Donc, il y a un reine qui est produit de ouvrières. Donc, il y a une limite, on va dire. Les trucs, ça qu'on on croit qu'on attend, en fait, c'est de plutôt redéfinir la distribution des fourmilières au sein du verger. Donc, pas, donc en lieu d'avoir tous les fourmis maintenant qui sont, tous les fourmilières qui sont plutôt liés au rang, parce que c'est là où il y a les ressources sont plus abondantes parce qu'on a toutes les colonies de pourcent cendrées là à côté. Et en mettant la févrole, on envisage de faire un peu bouger les fourmilières parce que les fourmilières de la chenillère, en fait, et même dans la saison, tu peux voir qu'ils bougent beaucoup avec des nouvelles entrées partout. Et donc, ça on envisage à faire, c'est plutôt de faire une reconfiguration de fourmilières au sein du berger et pour éviter aussi qu'ils s'implantent toujours à proximité de la colonie de production cendrée mais pour ça que c'était et pour le fait d'être implanté à côté de la colonie de production cendrée comme on avait vu, la proximité, c'était le facteur principal. Donc on essaye de un peu couper cette lien que c'est déjà fait au sein du berger. Ouais. Ok, merci. Alors, une autre question. Pouvez-vous repréciser le mode d'action supposé de la févrole par rapport aux fourmis? Je ne sais Ok, pas si tu as une ok, diapo ouais. La slide, précédente. je peux la mettre ici. Hop, hop, hop. Donc, la févérole, basiquement, le mode d'action, c'est que c'est un plant très intéressant parce qu'il peut produire des nectars extrafloraux. Donc, dans les stipules de la plante, que vous voyez ici la petite photo dans la loupe, et il y a des petits points noirs que c'est des nectars extrafloraux. Et bon, ils ont la capacité de la production de petites gouttes de nectar qui sont des gouttes sucrées. Et en plus, on a aussi la propriété que cette plante est vraiment attaquée pour les pucerons noirs à Fisfavé, que c'est un puceron spécifique de la févérole. Donc, cette puceron ne peut pas aller à les pommiers dans ces cas-là. Et c'est un puceron qui est vraiment attirant pour les fourmis. Donc, en ayant aussi la ressource, on va dire, puceron chez la févérole, on envisage avoir un potentiel d'attraction plus puissant. Parce qu'en fait, il y a déjà des études qui ont montré qu'à la même distance, les Apis fab, les pucerons noirs, c'est préféré et par rapport les pucerons cendrés. Ouais. Ok, donc deux en un. Ok, bah il n'y a pas d'autres questions. Je ne sais pas si dans les participants, il vous reste des questions par rapport à cette présentation. N'hésitez pas à les écrire. Et sinon, Nadia, toi, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur certaines questions ou un commentaire de la présentation de Roberto? Ton micro est coupé.
Les essais chez les producteurs de semis vont être mis en place dès la semaine prochaine. Et voilà, il y a une mobilisation. Après, c'est vrai que l'arrêté abeille, je rejoins Céline Charles, nous embête, mais face à l'incertitude de certaines matières actives qui ont des dérogations d'année en année face au retrait, ben, il faut bien qu'on trouve des solutions. Et bon, voilà, c'est une des pistes qui semble être moins fastidieuse que la bande fleurie, qui a une période de floraison qui est très très large. Ces bandes de févrole seront détruites au mois de juin. On ne l'a peut-être pas précisé avec Roberto. C'est quelque chose qu'on va pas laisser en permanence. On va plutôt détruire au mois de juin. Je reprécise par rapport à ça, Roberto. Ouais, ça c'est bien. Ouais. Mois de juin, en fait, la févérole, c'est déjà un état de sénescence. Donc, les mois juin, déjà, la févérole, ça sert à rien, on va dire, parce que c'est vraiment la plante, c'est défoncée, en fait. Donc, ouais, ça marche. Ok, alors il y a une autre question qui vient d'apparaître. Elle a été posée par Fanny du Verger de Poisy. Est-ce qu'il y a un lien entre fréquence de foyer de pucerons et efficacité? Efficacité augmentée ou réduite avec l'augmentation de la pression de pucerons? Ok. Et c'est vrai on n'a pas ces résultats-là. Mais c'est vrai que, bon, je sais pas si je veux reprendre la question comme ça, mais j'ai pas présenté les résultats ici, parce que bon, j'ai fait une sélection en fait de ça que j'ai trouvé plus intéressant, mais aussi, on a évalué en fait les pourcentages, on va dire, des dégâts produits sur les arbres aussi, au final de saison. Et on a vu, en fait, que bon, la zone là où il y avait de la févérole, les dégâts étaient beaucoup moins nombreux sur les arbres que dans les zones témoins, on va dire. Mais, ouais, mais c'est ça. Ok, alors il y a eu d'autres réactions. C'est chouette, il y a plein d'interactions du coup. Donc Céline Charles qui nous dit super intéressant, j'ai un producteur qui utilise la févrole en prunier pour l'attraction d'autres pucerons, mais je ne savais pas du tout l'intérêt pour les fourmis. Ouais. Donc En effectivement, fait, ça doit pouvoir être transférable sur d'autres ouais. espèces. En fait, un truc que c'est vrai que j'ai pas dit dans la présentation, c'est que on a parlé qu'on a deux énans, parce qu'on a les facteurs de nectar extrafloral et d'aphis fae, mais aussi, j'ai pas précisé que la févrole, c'est aussi un plan de service qui attire beaucoup à des ennemis naturels, parce qu'en fait, les ennemis naturels aussi, ils sont intérêts pour les pourcents. Donc, ça, c'est un troisième, on va dire, aspect positif d'implanter la bande de févrole, et avec ça, tu attires beaucoup d'ennemis naturels qui potentiellement peut aller sur Pommier aussi et faire son régulation. Donc c'est vrai que maintenant, par rapport au commentaire qui a fait Céline, c'est vrai que j'avais précisé, j'avais pas précisé ça, mais c'est aussi un chose importante qui apporte la févérole, qui peut apporter la févérole dans l'énergie. Ouais. Très bien, Je vais répondre à la question de Guillaume. Si vas-y. l'on traite au nimasal le Ok. verger avant floraison ou avec un succès contre l'antonome, est-ce que ça va perturber les fourmis et le puceron? Là, je vais parler d'une expérience de terrain, hein, qu'on mène depuis plusieurs années. Que ce soit en verger bio ou en conventionnel, toute intervention qui est réalisée contre les pucerons n'empêche pas ne dégrade pas la fourmi, hein. La fourmi, la fourmi, elle a vraiment un rôle extraordinaire. On a fait plusieurs vidéos avec ma collègue cette année et puis les années précédentes. Elle a une capacité à être résiliente aux températures. C'est la première qui nous indique la présence des pucerons, hein, dans la plupart des espèces fruitières. Et puis à côté de ça, sur la faune auxiliaire, elle est en capacité de dégager les œufs de cirfe et de chrysope, d'être hyper féroce contre les auxiliaires. Et les années comme 2025 ou les années comme 2023, elle est hyper résiliente. Donc, c'est pas les interventions qui seront réalisées qui vont la perturber, hein, dans sa recherche d'alimentation pour sa colonie, hein.
Si tu veux compléter, Roberto, par rapport à Oui, ça. rien, rien à dire. Tu l'as dit. C'est vrai que c'est des insectes qui sont vraiment impressionnants, comme elle arrive à s'adapter. Même j'ai vu dans des vergers où un banc d'églou a été mis, j'ai vu comme les fourmis avec des cadavres faisaient un petit trou de pont pour passer sur la bande d'églou et continuer à arriver à les ressources. Donc, sont vraiment des insectes qui vraiment arrivent à s'adapter à tout. Et c'est vraiment impressionnant c'est pour ça la complexité un peu de tout ça. Ouais. Mm. Il y a eu une autre réaction, donc Valentin Ninoenko, qui fait partie du groupe Défi de la DBio. Donc, il nous dit qu'il sème de la févrole sur le rang en tant qu'engrais vert. Il la détruit pendant qu'elle fleurit pour qu'elle libère l'azote. Est-ce que ça casse l'effet fourmi en la détruisant si tôt? Et à quel moment c'est détruit? Je sais pas s'il l'a précisé. Euh, c'est pendant qu'elle fleurit. Valentin, c'est Ok, c'est à quel moment? Du ok, coup, pendant en qu'elle termes de fleurit. mois? Ok, Ouais. ok, donc au moment de la floraison, c'est détruit, c'est Mm. c'est c'est ça. Donc, ouais, je trouve que c'est un peu, bon, un peu tôt, on va dire, et des points de vue de ça qu'on on envisage, hein, en tout cas. Parce qu'en fait, bon, ici, la floraison, ça a commencé, je pense que ça a été ici à Angers, en fait, et ça a commencé depuis, c'était fin mars, et ça a duré un mois, donc jusqu'à fin avril, quelque chose comme ça. Et là, c'est vrai que c'est une période critique parce que c'est quand les fourmis commencent déjà à établir les liens avec les colonies de poissons et tout ça. Donc, ça sera mieux si on peut laisser la févrole un peu plus, juste, au moins jusqu'à final avril pour début mai, idéalement, pour établir ces liens fourmis-févrole et essayer de détourner les fourmis des pommiers. Mais je trouve que, ouais, que la détruire fin mars, quelque chose comme ça, début avril, c'est un peu tôt. Ouais. Ok. Il précise que c'est en avril. Non, ok. Ça marche. Alors, je vois pas d'autres questions. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation. Nadia, Roberto pour Merci. cette intervention très intéressante qui nous donne donc du grain à moudre. Et pour clôturer, je voulais vous partager les prochains rendez-vous pour les prochains webinaires qu'on co-organise avec Pauline et Nadia. Donc là, vous allez voir mon écran. Hop. Donc le prochain, ce sera le 15 janvier. Donc à chaque fois, on part sur des jeudis de 13h30 à 14h30 sur un format de 45 minutes de présentation et 15 minutes d'échange, comme aujourd'hui. Donc le 15 janvier, ce sera avec Laurent Brun de l'INRA de Gautron sur les méthodes de protection contre les monilieuses en verger d'abricotiers bio, avec des résultats d'essais, des modèles phénoclimatiques, des éléments sur la sensibilité variétale, en lien avec le projet MIRAD. Ensuite, on en a un 15 jours plus tard, le 29 janvier, toujours avec l'INRA de Gautron, qui sera l'occasion de revenir sur le verger zéro phyto. Et donc, c'est Sylvaine Simon qui nous présentera la gestion agroécologique du puceron cendré et du carpocaps. Donc, un retour d'expérience sur la conception, les leviers qui ont été actionnés pour lutter contre le carpocaps, les pucerons. Des choses sur les augmentariums carpo notamment. Ensuite, le 26 février, ce sera une personne de l'INRAE d'Avignon, donc Myriam Sigvart, qui nous parlera de la résistance des produits phyto utilisés en AB. Donc, comment détecter ces résistances, quelles sont les spécificités et les leviers pour les limiter. Et on finira la saison le 19 mars avec le verger expérimental de Poisy, donc avec Isabelle Genivet et Fanny Kamels qui parleront de la gestion de l'enherbement et de l'irrigation en verger, avec un retour sur les essais de désherbage mécanique et électrique, et puis leur travail dans le cadre du projet Denver sur le pilotage de l'irrigation et des essais de restriction des apports d'eau.
Voilà, donc merci à tous pour votre participation. Pour vous inscrire au prochain webinaire, donc vous pouvez euh, cliquer sur le flyer qu'on vous renverra. On vous enverra aussi la présentation et puis l'enregistrement de cette session-là. Donc Il on reste vous souhaite... peut-être juste une dernière question qui vient Ah, d'être posée il y a 2 minutes. Cyril demandait, est-ce qu'il y a d'autres plantes que la févrole, des pérennes ou annuelles, qui pourraient avoir des effets similaires? Si on peut prendre cette dernière question, Roberto. Oui, bien sûr, bien sûr. Et on a eu vraiment un analyse parce que bon, pour développer des projets, tout ça, c'est vrai que des futurs projets, on s'avait posé la question si on pouvait trouver un espèce, on va dire, plus petite qui s'adaptait mieux à la condition de berger que la fédérale et qui, enfin, qui avait, on va dire, ou qui fournissait les mêmes services à les fourmis. Et en fait, le problème, c'est qu'on on a fait une recherche très grande et le problème, c'est qu'on a besoin d'un plan d'hiver, un plan précoce. Et dans les plants précoces productrices de nectar extrafloral, on trouve que la févérole. Après, on a aussi la veste, mais la veste, le truc, c'est que ça, les productions de nectar extrafloral, ça vient plus tard, pardon, dans la saison. Donc ça, la production, ça commence dans les mois de mai, quelque chose comme ça. Et ça peut être déjà très tard pour détourner, pour couper ce mutualisme. Donc, c'est vraiment, il y a des plans potentiels, mais productrice de nectar extraflorel, mais le problème, c'est que sa phénologie, ça coïncide pas avec ça qu'on a besoin dans les vergers, qu'on a besoin d'un plan vraiment précoce qui fournisse tout ça. Donc, ouais, on avait pas mal fait des recherches pour trouver des potentiels plans B, mais c'est vrai ouais, que c'est la févrole, ça qu'on a trouvé les plus, les plans qui s'adaptent plus à ça qu'on a besoin. Ouais. ok, très bien. Eh ben, on peut s'arrêter là. Il n'y a pas d'autres questions. Merci encore à tous et puis à bientôt. Merci. Merci, bonne fin de Merci. journée. Au revoir. Pauline ou Céline, j'avais une question d'ordre pratique.